Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. On est tous trempés. Je vous laisse aller. Voilà. Bonjour, Victoire Bunel. Ce matin, nous recevons donc Victoire Bunel, qui est chanteuse lyrique, mezzo-soprano. Bonjour. Qu'est-ce qui a nourri votre imaginaire dès l'enfance ? Quels sont les récits, les histoires qui ont construit votre trajectoire de vie ? C'est une vaste question. Je dirais, déjà pour recontextualiser, je suis fille unique et je pense que ça a beaucoup joué sur, évidemment, le développement de mon imaginaire. Parce que j'ai passé beaucoup de temps seule, donc, à jouer à des jeux de société à deux alors que j'étais des deux côtés, à écouter beaucoup de contes, d'histoires. J'ai beaucoup écouté, j'avais un magnétophone, un Fisher-Price, avec lequel j'écoutais énormément de contes musicaux ou pas musicaux d'ailleurs, mais c'est ça, des histoires assez... Enfin bon, j'ai plusieurs exemples en tête, de jeunes enfants aussi, évidemment. Ça m'aidait à me projeter, qui partent comme ça à l'aventure, donc tout un monde fantastique, imaginaire, quoi, qui se crée à partir de ça. Et vous avez des souvenirs d'histoires qui vous ont marqué, qui ont laissé des traces, justement en étant petite ? Le conte du petit Arthur, par exemple. Un jeune garçon qui s'évade dans ses rêves sur un bateau imaginaire et qui part en voyage et qui fait des rencontres au fil de son rêve, de son voyage. C'est ça, qui rencontre Mère Nature, qui rencontre un arlequin, Le bateau se remplit et se vide au long du voyage. On croise comme ça des personnages. Et en fait, le petit Arthur mélange évidemment un peu la réalité et le rêve. Et donc se retrouve après à se réveiller à l'école et à chercher ses compagnons de voyage. Voilà, ce genre de rêve comme ça... Qui vous nourrissait ? Ah oui, qui m'a complètement... qui m'ont transportée, qui m'ont aidée à vivre des aventures toute seule dans ma chambre. Et ensuite, quand vous avez grandi comme ça, enfant unique, mais aussi nourri de ces histoires, ces contes, etc., comment ça s'est transformé durant l'adolescence, la préadolescence, l'adolescence ? Est-ce que vous avez des premiers récits qui vous sont chers encore aujourd'hui ? Disons que à la préadolescence, j'ai eu envie, moi, de vivre ces aventures. Vivre toutes ces émotions et ces péripéties en dehors de ma chambre. De me retrouver à partir dans les bois, m'inventer des histoires, à avoir mes petites cousines comme cobayes, où je leur racontais, mais en fait, mes parents ne sont pas mes parents. Moi, je suis une fille des bois, j'ai grandi dans les bois. Le chien, là, c'était mon compagnon. On habitait tous les deux seuls.
Enfin bon, je pense que ça a été nourri ça par tous ces contes et toutes ces aventures que j'écoutais enfant. Et après, comment j'ai grandi avec ça. Assez tôt, en fait, la musique a eu une place très très grande dans ma vie. J'ai vite eu cet appel très naturel, très fort pour la musique et en fait qui est devenu professionnel en fait dès mes 12 ans. Parce qu'en fait, je suis entrée à 12 ans à la maîtrise de Radio France. Et tout d'un coup, j'étais en horaire aménagé, les cours le matin, la musique l'après-midi. Et j'avais une saison de concerts à la maison de la radio, avec entre 40 et 60 concerts par an, où tout d'un coup, c'était très réel, très concret. Et c'était d'ailleurs de sacrées aventures aussi, quelque part. Qu'est-ce que ça a finalement produit chez vous ? Vous aviez envie de continuer, mais qu'est-ce que c'est venu étayer ? Déjà, disons qu'il y a ce rapport à la voix, déjà, juste, qui est un vrai parcours initiatique, c'est un vrai voyage en soi intérieur. Enfin, on part à sa rencontre quand on utilise sa voix pour s'exprimer. En plus, comme ça, quand on commence jeune, avec le corps qui se transforme, la voix, évidemment, évolue avec le corps. Donc on est en découverte perpétuelle. Enfin, c'est fascinant. Donc ça, j'ai toujours été appelée vers ça. Mais je pense que si on m'avait demandé à 12 ans si je voulais être chanteuse professionnelle, j'aurais... Enfin, c'était assez loin de moi. Je vivais ça assez au présent. C'est quelque chose où je me sentais utile et ça m'apportait beaucoup. J'étais pas du tout à l'aise dans le milieu scolaire. Et là, tout d'un coup, avec la maîtrise, je sentais que non, j'étais pas juste quelqu'un qui était à côté de la plaque quand il s'agissait de rentrer dans les clous, quoi. Et là, j'ai un pan qui s'est ouvert où tout d'un coup on m'a dit ah oui, enfin il y a quelque chose, quoi. Il faut creuser, tu peux faire ça. Qu'est-ce qui est venu affirmer cette décision ? Comment vous avez pu ou su vous projeter dans cette carrière en disant c'est possible pour moi ? Je pense que c'est un doux mélange entre quelque chose que je sentais très fort, où je me sentais à ma place. Je sentais que j'avais des choses à dire, à faire et que je pouvais, que c'était mon moyen d'expression. Voilà. Je sentais que ça m'appelait. En plus du grand bonheur que c'était de faire de la musique à plusieurs en plus, parce qu'à ce moment-là, donc c'est la maîtrise, c'est un chœur d'enfant. Donc on a des cours en particulier, etc. Mais les moments de scène sont des moments de groupe où on est avec nos amis sur scène. Enfin, c'est des moments très, 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 très forts. D'un côté de ma vie, je pouvais m'exprimer et atteindre un niveau d'exigence, un grand niveau d'exigence. Et avec en face, de l'autre côté, l'école où vraiment j'avais l'impression que j'étais bonne à rien et qu'il fallait ramer pour que je puisse passer d'une classe à l'autre. Ça n'a pas toujours réussi d'ailleurs. Mais ça a forcément joué aussi dans mon épanouissement dans ce milieu musical. Après, les choses se sont construites un peu au fur et à mesure. Donc je sentais que j'étais au bon endroit, que c'était extrêmement enrichissant à tous les points de vue. Ce sont des rencontres, en plus de tout l'aspect musical et de ce qu'on vivait sur scène qui était extrêmement fort.
à cet âge-là. C'était fou de vivre ça. Enfin, ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était la découverte à ce moment-là, donc c'était d'autant plus fort. C'est arrivé très tard, en fait, la projection que ça pouvait être un métier, que je pouvais en vivre, que c'est arrivé vraiment à la fin de mes études, quand on arrive au bac et qu'on nous dit « qu'est-ce que vous voulez faire après ?» et où on se dit « bon, alors en fait, il paraît qu'il y a des conservatoires encore après, que c'est quelque chose qu'on peut continuer à approfondir. » Encore une fois, je reviens à la transformation du corps. Évidemment, à 18 ans, tout d'un coup, le corps offre de nouvelles possibilités à la voix de s'exprimer. Comment cette transformation de la voix, vous l'avez vécue et qu'est-ce que ça vous a permis, justement, cette ouverture de grandir, de mûrir? Et comment vous avez aussi vécu ces années de maîtrise de la voix, où la possibilité de devenir soliste, c'est pas la même chose que de chanter dans un chœur d'enfant? Oui, c'est très différent. Et en fait, c'est aussi très différent parce que tout d'un coup, en plus de la puberté, du corps changeant, il y a en effet cette notion de sortir du groupe. C'est-à-dire qu'on est habitué à être sur scène en groupe, à ne former qu'un, à créer un son à plusieurs. Et en fait, tout d'un coup, une fois que la maîtrise était terminée, on se retrouve seul et à devoir en fait découvrir en fait son instrument, alors que ça fait déjà 10 ans qu'on chante. Et en fait, non, tout d'un coup, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre et c'est ouais, c'est ça, cette découverte de l'instrument, vraiment dans son entièreté, quelque part. Parce que, mine de rien, quand on chante à 40, on met sa voix au service du groupe pour modeler un son, c'est ça, à 40. Donc, ce qui est aussi, c'est un geste magnifique, c'est très fort de vivre ça, vraiment, Mais tout d'un coup, voilà, une fois que la maîtrise est terminée, c'est le grand vide. Il faut sauter, quoi. C'est vraiment... J'ai vraiment eu cette sensation physique, enfin, de devoir faire confiance et sauter dans le vide. Qu'est-ce qui vous a permis de sauter dans le vide? La passion, l'envie de découvrir, l'aventure, la découverte. Enfin, et puis ce qui est sublime avec la voix, c'est que quand on part à la découverte de sa voix, on part à la découverte de soi. C'est un instrument qui est à l'intérieur de nous. Il est invisible. On l'utilise tous les jours parce qu'on parle. Mais on ne connaît pas la grandeur qu'il a. Enfin, on part vraiment, c'est l'inconnu. Si on revient justement à cette petite fille, Victoire, enfant sauvage qui aime la nature, son chien, les bois, la maison à la campagne, et qui s'invente des mondes, s'invente justement des aventures, qu'est-ce que ça dit de vous être lancée seule après la maîtrise de Radio France et d'avoir tenté cette aventure? C'est vrai, c'est drôle, c'est vraiment là, en parlant avec vous, que je fais le parallèle, du coup, entre ces envies d'aventure enfant, seule, que je me créais, et là, ce retour à l'adolescence, mais dans un monde de pré-adulte, d'adulte. Mais mine de rien, c'est vrai que c'était ça aussi, vraiment partir à l'aventure. Qu'est-ce qui m'a poussée ? Encore une fois, je pense que ce sont évidemment des rencontres donc, qui m'ont encouragée, comme le directeur de la maîtrise, mon chef à cette époque, Tony Ramon, qui évidemment m'a énormément inspirée et poussée à continuer. Enfin, ça, c'est des choses, quand quelqu'un vous fait tellement confiance, et encore une fois, ça vient jouer avec
la confiance en soi, quand je faisais le parallèle avec la manière dont ça se passait dans le milieu scolaire, et où tout d'un coup j'avais la confiance de quelqu'un dont c'était le métier, qui dédiait sa vie à ça. Et j'avais pas envie de lâcher ça, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de poursuivre ça. Après, en plus, il s'avère qu'il est décédé à peu près à la période où j'ai quitté la maîtrise. Est-ce que, inconsciemment, ça a été aussi une volonté, un besoin de continuer à le faire vivre quelque part en choisissant naturellement de suivre ce passage, mais c'est sûr qu'on est accompagné comme ça par des gens qui nous ont fait confiance et porté. Ouais. Le fait de faire ce métier, c'est aussi côtoyer des histoires, c'est rencontrer des textes, des chants, qui donnent du sens, qui aussi développent des caractères, des personnages. Est-ce qu'il y a des récits que vous avez été rencontrés, ou des personnages qui vous ont marqué, qui vous ont attiré ou qui vous attireraient ? Oui, j'ai un souvenir très fort à la fin de mes études à la maîtrise, on devait faire des sortes de travaux rédigés. Et pour ces travaux, j'étais allée dans une médiathèque pour me concentrer et travailler. Et pendant mes pauses, j'allais au rayon des disques. Et j'ai découvert à cette occasion pour la première fois Péléas et Mélisande de Debussy. Et c'est vrai, ça a été un choc. Vraiment, je me souviens être assise à écouter cette musique avec le livret dans les mains, à ne pas pouvoir le lâcher. Donc j'ai fait une très longue pause. J'ai vu en elle aussi déjà cette femme qu'on trouve dans la forêt. Enfin, l'opéra s'ouvre sur cette scène. Hein. C'est vrai que ça a résonné très très fort en moi. Depuis, j'ai une fascination pour ce rôle, cette femme, et cette envie de plonger en elle dans cette œuvre et de la découvrir. Qu'est-ce qui vous attire en elle, justement ? C'est son rapport à la nature, c'est le contexte, c'est le décor ? On peut projeter beaucoup de choses sur Mélisande, parce qu'en fait, elle parle toujours de façon assez abstraite. Elle répond aux questions sans vraiment y répondre, ou en posant elle-même des questions. On voit la fragilité, la beauté, la grande force qui se dégage d'elle, et le monde qu'elle porte, qu'elle se crée, pour réussir à vivre. Et ça je sais pas, ça me touche particulièrement. Oui, elle me touche beaucoup. Elle me touche beaucoup. Je trouve qu'elle a un instinct de vie qui transcende tout, qui la transcende même elle-même. Enfin, elle se laisse guider par ses sensations et par un instinct. Ses intuitions. Oui. Elle se fait confiance. Je ne sais pas si elle se fait confiance. Elle fait confiance à ça, en tout cas. Elle fait confiance à cet instinct. Quels sont les personnages que vous n'avez pas encore joués et par lesquels vous êtes attiré ? En plus de Mélisande. En plus. Ouais. J'ai plusieurs réponses. Hein. Il y a tout un côté théâtral avec les rôles que peuvent endosser les mezzo-sopranos qui m'amusent et que j'ai envie de découvrir. Ce sont tous les rôles pantalons. Donc les rôles d'hommes interprétés par des femmes. Donc il y a des vrais rôles d'hommes
Et il y a aussi des rôles de jeunes garçons que j'ai très envie de découvrir et de défendre, comme J'ai envie d'entendre lesquels. comme Chérubin dans Mozart, ou encore Sesto, Agneau. Ouais, des grands caractères de pages et de jeunes hommes que j'ai très envie de pouvoir. C'est évidemment aussi pour le plaisir de la comédie, hein, vraiment. Et dans les personnages qui sont vraiment challengeants, des personnages qui vous font un peu peur d'interpréter. Alors, j'en ai en tête qui me font peur. Pareil, ils me font peur pour différentes raisons. Une juste vocale, voilà, où je me dis il faut que j'attende que la voix continue de s'épanouir et de grandir. Et en plus de l'intimidation qu'il peut y avoir face à la psychologie d'un personnage, mais il y a aussi évidemment tout le côté vocal. Et là, j'aime beaucoup le rôle de Charlotte dans Werther. Des grands classiques que j'aimerais un jour traverser, une Carmen. Ou... Là aussi, ce qui fait peur, c'est qu'est-ce qu'on apporte à un rôle comme ça, qui a déjà été interprété par les plus grandes chanteuses. Et rôle pantalon aussi, Octaviane dans Le Chevalier à la Rose de Strauss, c'est pareil, cette espèce de jeune homme fou, amoureux, passionné. Il y a tant de choses, et puis des créations, j'imagine. Il y a encore tout un pan aussi de musique à venir qu'on ne connaît pas encore. Et... Qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui, Victoire, au cinéma, en littérature, les romans que vous pourriez, ou les séries que vous voyez, ou les histoires que vous avez entendues qui vous attirent? Est-ce que ce paysage de votre imaginaire a changé? Je suppose que oui. Est-ce qu'il y a des récits marquants pour vous, des films marquants? Bien sûr. Des grandes découvertes de cette année. Au cinéma, ça a été... Enfin, je suis allée le voir au cinéma, mais ce n'est pas un film de cette année. Paris, Texas, de Wim Wenders. Ça, vraiment... Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça au cinéma. Enfin, vraiment, c'était bouleversant. Cette manière si particulière de filmer ces personnages, de les faire traverser comme ça des déserts affectifs et des déserts géographiques. Filmer, encore on revient sur les silences, filmer des histoires, filmer des scènes quasiment sans parole où il se passe tant de choses. Et je connais rien au cinéma, mais j'imagine que c'est un sacré défi. Et voilà, ça a été un grand choc cette année. Et après, évidemment, sans parler de l'opéra, mais le spectacle vivant, c'est quelque chose qui me touche et qui me nourrit au quotidien, en fait. Que ce soit un spectacle de danse, un concert de pop. Je suis allée voir Le Passé de Julien Gosselin. C'est le premier spectacle que je voyais de lui, je ne le connaissais pas. Pareil, ça a été un grand bouleversement de voir du théâtre. En fait, ce n'est pas que du théâtre. C'est à la Wagner, quoi. C'est de l'art total. C'est extrêmement fort, extrêmement radical, de
Ouais, les choix sont poussés à l'extrême et c'est très inspirant. C'est très inspirant et et ça donne beaucoup d'espoir aussi, parce que l'opéra est un milieu qui peut être encore très poussiéreux. Et en fait, je vois, comme le théâtre aussi d'ailleurs, mais je vois, grâce à des spectacles comme ça, les possibilités qu'on a, et je me dis, qu'est-ce qu'on attend, nous, dans notre milieu, pour tendre vers des choses comme ça. Ça paraît fou. On paraît être encore tellement attaché, relié au passé. Et on ne veut pas renier les traditions. Donc comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on propose de nouvelles choses? Et voilà, ce genre de spectacle Vous avez justement des personnes comme ça qui vous viennent, qui sont pour vous des visages emblématiques dans ce métier? Disons que la notion de modèle et de gens sur qui je pourrais me projeter, et je suis évidemment inspirée par beaucoup de parcours. Mais je crois qu'en ce moment, c'est quelque chose qui me questionne et qui m'effraie un petit peu. Parce que j'ai la sensation d'être à un moment assez charnière dans ma vie, dans ma construction personnelle. Je suis dans une petite quête en ce moment de qui je suis, qui j'étais, qui je deviens, qui j'ai envie de devenir. Et du coup, la comparaison et le transfert m'effraient un peu. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de mal à répondre à cette question aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venue ce matin, Victoire. Merci à vous. Merci pour l'invitation, j'étais ravie. Thomas Bourguignon, vous venez d'entendre Victoire Bunel. Comment ces mots résonnent pour vous? Ce qui me frappe, c'est évidemment que son instrument de musique et sa propre voix, son instrument est invisible et qu'il est intérieur. Et j'aime beaucoup la façon dont elle parle d'aller à la rencontre de cet instrument et de découvrir cet instrument. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé, puisque la voix étant naturellement utilisée à longueur de journée pour parler, on s'imagine qu'un chanteur connaît sa voix. Et en fait, un chanteur va découvrir sa voix et va découvrir son instrument. Et surtout, ce qui m'a touché, c'est que cet instrument, elle le découvre tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'elle a commencé très tôt, à l'âge de 12 ans, et elle a changé avec l'adolescence. Son corps a évolué, a mué, a muté. Et puis maintenant, en tant que jeune femme qui mûrit aussi, continue de changer, de se transformer même physiquement. Et donc, c'est un instrument qui se transforme physiquement, je dirais même moléculairement. Et ça, c'est assez extraordinaire. Je n'avais pas pensé à ça. Enfin, évidemment, on le sait pour les hommes, mais moins pour les femmes, même si c'est moins marquant pour les femmes. La mue est moins violente, je dirais, même si elle est là, même pour une mezzo-soprano. Donc ça m'a beaucoup touché, la façon dont elle part à la découverte de cet instrument intérieur, comme elle part dans une aventure, en fait. Ça m'a beaucoup touché. Et l'autre chose qui m'a frappé, qui m'a beaucoup plu dans sa façon de parler, ce sont les silences, en fait. Et particulièrement, il y en a un, quand elle parle de son directeur de la maîtrise de Radio France, Tony Ramone, si j'ai bien noté. Et donc, elle dit que c'est lui qui a été un peu le moment de bascule et de son choix de devenir chanteuse professionnelle. Et quand elle en parle, en fait, elle a une sorte de petit « OK », comme si elle s'arrêtait, il y a un tout petit temps suspendu. Et je me disais, mais j'aimerais bien l'interroger sur son rapport avec ce Tony Ramone. Et après, quasiment 10 secondes ou 20 secondes après, elle dit qu'il est mort juste après, en fait. Et je me suis dit, en fait, cette espèce de petite pause musicale, c'était ça, en fait. C'était ce moment de deuil quand elle repensait à ce Tony Ramone. Ça m'a beaucoup touché. Et il y a beaucoup d'autres moments aussi où elle a ses silences. Et je pense que, à mon avis, dans
dans le montage de cette émission-là, de ce podcast, je pense que les silences sont importants, il ne faut pas trop les couper, parce que je trouve que ça parle autant d'elle que les pleins. Et notamment quand elle parle de Paris, Texas, où elle dit que ce qui l'a vraiment frappé, ce sont les silences dans ce film. Je pense que voilà, elle parle autant par ses silences que par sa parole. Merci Thomas.